20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Nicolas Delattre. Auditrice, auditeur, bonjour, vous reconnaissez peut-être ma voix, et oui, aujourd'hui je suis à l'animation, et je suis content car on parle d'un thème qui me tient à cœur. Voilà, je vais raconter un petit peu ma vie, alors accrochez-vous. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas beaucoup sortir, j'étais plus écran et jeux vidéo. Mes parents me demandaient souvent d'aller dehors, mais c'était pas mon truc. J'ai toujours été passionné par la science-fiction, les dinosaures, les chevaliers, bref, plein de choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Et dans les jeux vidéo, je pouvais retrouver tout ça, car un jeu vidéo, c'est avant tout une immersion dans un univers, c'est une évasion le temps de quelques heures, que ce soit en 2D, en incarnant le plombier moustachu le plus connu de l'univers, Mario, ou en 3D avec un viking dans le dernier jeu du studio français Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. Bref, plus qu'un passe-temps, les jeux vidéo, c'est pour moi un moyen de décompresser, de m'évader même. Et ils sont l'équivalent des jouets modernes un petit peu. Lorsque j'étais petit, j'adorais jouer au Lego pour laisser libre cours à mon imagination. Et en grandissant, j'ai découvert les jeux vidéo comme Minecraft où au lieu d'être limité par les briques que j'avais chez moi, j'avais à disposition tout un monde à modeler selon mes envies. Les jeux vidéo, ça favorise la réflexion, les réflexes, la prise de décision, la mémoire, la planification, la patience et plein d'autres choses. Plus qu'un simple scénario et des lignes de code, dans un jeu vidéo, on peut aussi trouver du réconfort et même des amis. Je suis fier de dire que j'ai rencontré 4 super gars sur un jeu en ligne quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je les connais personnellement et ce sont devenus de vrais amis. Alors plus qu'un simple passe-temps, les jeux vidéo sont vecteurs de liens sociaux. Donc on peut comparer les jeux vidéo à plein d'autres disciplines. L'art, quand on voit la beauté visuelle et sonore de certains jeux. Le sport, avec le respect de l'adversaire, le fair play. L'histoire même, on peut en apprendre via certains jeux. Alors Elliot vous en parlera, je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied. Alors moi je dis merci. Merci aux jeux vidéo qui ont bercé mon enfance et qui continueront à occuper mon temps libre. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Nicolas Delattre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 10e émission de 20 sur 20 déjà. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de jeux vidéo. On recevra notamment Bruno Marion, directeur pédagogique et président de l'école GameSup à Confluence, une école axée sur les métiers du jeu vidéo. Nous parlerons également des jeux vidéo comme vecteur de connaissances historiques et plein d'autres choses. Alors restez... Vous les connaissez bien maintenant, mais je vais quand même les présenter. L'équipe de super journalistes masqués qui m'accompagnent. Allez, directement, s'il était dans un jeu vidéo, ce serait sans aucun doute sur FIFA ou NBA 2K, mais vu son niveau, il serait sur le banc de touche, c'est totalement gratuit. Il est en semi-dépression aujourd'hui, car cela fait tout pile 1 an que Kobe Bryant nous a quittés. Bonjour Elliot. Salut Nicolas, c'est gentil d'avoir une petite pensée pour Kobe. Toujours. Son regard perçant, son accent chantant du sud que j'adore vraiment, souvent vêtu de vert et très taquin, il me fait penser à Luigi. Bonjour Vincent. Comment tu vas ? Très bien, ça va. Bonne chance pour ta première. Merci. Mais que serait Luigi sans son frère à moustache qui lui vole toujours la vedette ? C'est le héros de l'histoire, il ne s'appelle pas Mario mais a quand même un nom évocateur. Bonjour Lancelot. Salut Nico, salut à tous. Et enfin, la force tranquille, une voix qui en impose. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, c'est le Batman de la rédac. Bonjour Thibaut. Bonjour, c'est faux ce que tu viens de dire. Ouais, vous entendez sa voix quand même ? Bon. Et pour bien commencer, comme d'habitude, c'est l'instant chiffre proposé par Elliot. Exactement Nicolas. Et donc voilà, moi aujourd'hui, vous savez, j'aime bien faire mon travail de journaliste, faire mes petites recherches. Exemplaire. Évidemment. Donc du coup, je vais vous parler des jeux vidéo. Et il faut savoir que le monde du jeu vidéo, c'est un monde qui est toujours en plein essor. Et j'ai donc fait quelques recherches pour pouvoir vous en parler. Il faut savoir que sur l'année 2020, le secteur des jeux vidéo, il a drainé pas moins de 163 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 163 milliards de dollars, c'est énorme. Et il y a même une augmentation de 11 milliards de dollars entre 2019 et 2020, ce qui montre à quel point c'est un domaine qui tend à se développer au fur et à mesure que le temps passe. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'une bonne partie de cette économie, elle provient des jeux gratuits, comme Fortnite ou alors Call of Duty Warzone par exemple, parce qu'en fait il faut savoir que dans ces jeux, étant donné qu'ils sont gratuits, les gens ont plus tendance à mettre de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on appelle des achats in-app qui sont disponibles et qui permettent de s'améliorer sur le jeu ou alors d'améliorer l'esthétique du jeu grâce à divers éléments, enfin voilà, je ne vais pas vous les citer, mais voilà. Et puisqu'on parle d'argent dans le monde des jeux vidéo, on va discuter un petit peu aussi de l'e-sport. Donc parmi les 20 pays qui communiquent sur le nombre de joueurs pros dans le e-sport chez eux, donc les joueurs e-sport qui sont disponibles dans ces pays, on en recense au total environ 15 500 des joueurs professionnels. Donc là aussi c'est... Dans le monde entier, 15 500 ? Voilà, dans les pays qui communiquent. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de pays qui communiquent officiellement sur le nombre de joueurs pros qu'il y a au sein de leur rang, qu'on peut dire. Et voilà, en total, ça représente environ 15 500 joueurs pros. Et donc pour l'anecdote, est-ce que vous savez le record de la plus grosse somme remportée sur un jeu vidéo lors d'une compétition ? C'est pas 100 millions de dollars ? Ça devait être un 14 millions.
Et toi, tu dirais quoi, Lancelot? Il avait l'air d'être hyper calé Ouais, quand il franchement, a il dit avait ça. l'air sûr de lui. Il a dit ça tellement serein que... Ouais, quelques millions d'euros, ouais. Et ben, il faut savoir que c'est un petit peu, c'est un tout petit peu plus. C'est sur le jeu Dota 2 que le français d'ailleurs, donc voilà, Et oui. Cocorico, que le français Sébastien Debs et son équipe ont remporté 15 millions de dollars lors de la finale du tournoi le plus prestigieux qui s'appelle The International. Donc voilà, des cash prizes comme Il celui-ci. y a pas longtemps en plus, il y a un an. ou Ouais, deux. c'était il y a une année, il me semble environ. Et voilà, les cash prizes ils sont de plus en plus hauts. Et bon, voilà, là on est dans un cas très particulier. C'est pas ça dans tous les tournois, mais il faut savoir que vraiment ça commence à monter de plus en plus. Et donc peut-être inciter vos enfants à un s'y petit mettre. peu jouer à la console, quoi. Et merci messieurs, on passe maintenant à l'invité du jour. Donc nous recevons aujourd'hui Bruno Marion, directeur pédagogique et président de l'école GameSup à Confluence, une école axée sur les métiers du jeu vidéo. Il répondra aux questions de Lancelot. 20 sur 20, l'invité du jour. Bonjour Bruno Marion, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Pour commencer, une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter GameSup, votre école? Oui, pas de souci. Alors GameSup est une école spécialisée dans les métiers du jeu vidéo et nous formons au métier du game design, c'est-à-dire level designer, game designer, UX designer, et nous formons aussi au métier du game art, c'est-à-dire tout ce qui est 2D, 3D, le visuel dans le jeu vidéo, tout ce qui est en rapport avec la direction artistique, le caractère design. Et comment vous avez créé cette école? Est-ce que vous avez répondu à un besoin ou est-ce que vous-même vous avez proposé une offre? Alors moi j'ai travaillé plus de 20 ans dans le jeu vidéo et j'ai fait pas mal de produits. Et puis j'ai commencé à enseigner dans les années 2006. J'ai tout simplement participé à la mise en place de plusieurs écoles de jeux vidéo et j'ai créé donc la mienne. Ensuite, suite effectivement à une demande à une spécialisation métier. Voilà, ça fait 15 ans que je m'occupe de bachelor jeux vidéo en fait. Et dans ces bachelors, vous parliez là, de spécialisation métier. Quand on vient dans votre école, qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette école qui va nous faire après pouvoir travailler dans les jeux vidéo? Alors après, ça dépend. Vous avez soit un profil qui est un peu plus game designer ou game artiste. Je reçois des gens qui dessinent depuis toujours, qui veulent être caractère designer. Et en fait, on va apprendre tous les métiers. Alors on passe par codeur, level designer, game designer, dans les métiers du game design et dans les métiers du game art. Et ça va être les caractères designers, ça va être tout simplement les concepteurs et les conceptrices artistes, ce qu'on appelle aujourd'hui les technical game artists et puis aussi les technical game designers, qui sont des gens qui qui sont un peu plus spécialité moteur de jeu comme Unity et Unreal Engine. D'accord. Et aujourd'hui, on a remarqué que les jeux vidéo, on le vend en poupe. Et c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et que vous avez de plus en plus de demandes pour entrer dans votre école? Alors les jeux vidéo aujourd'hui, oui, moi j'ai commencé en 94. Alors, autant vous dire que mon premier jeu c'est 1994, donc on n'avait pas de publicité à l'époque au cinéma. Il n'y avait certainement pas de jeux vidéo qui étaient adaptés au cinéma. On appelait ça d'ailleurs des jeux électroniques. Il y a une forte demande aujourd'hui, effectivement, d'une jeunesse qui est passionnée et qui veut faire de son avenir un métier passion en fait. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes effectivement qu'il y a 15 ans. Ouais. Et comment vous l'expliquez, cet engouement autour du jeu vidéo? Alors moi je l'ai depuis tout petit, mais forcément, aujourd'hui, on a beaucoup plus de joueurs. Il faut quand même savoir, mine de rien, que on a toujours l'impression que ce sont les gens qui ont 16-18 ans qui jouent. Il y a plus de 60% des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est devenu... il y a plus de, je crois, si je dis pas de bêtises, 5000 productions qui sont faites aujourd'hui en France. Il y a de plus en plus de studios et puis tout le monde consomme l'activité ludique. Souvent, les parents des étudiants qui aujourd'hui ont 18 ans jouent eux aussi, ce qui n'était pas en gros le cas il y a une vingtaine d'années. Donc c'est devenu vraiment tout simplement le loisir préféré et le plus vendu au monde. D'un point de vue un peu plus précis, est-ce que les jeunes diplômés qui sortent notamment de votre école, est-ce qu'ils arrivent à intégrer des boîtes françaises ou est-ce que en fait, ces boîtes françaises arrivent à rivaliser avec les mastodontes du marché qui sont plus internationales?
Alors, ils arrivent à intégrer, et Dieu merci, effectivement, des boîtes. De toute façon, nous, nos intervenants sont tous professionnels, donc ils viennent d'Ubisoft, ils viennent d'Arkane Studio, ils viennent d'Old School Games, ils viennent de Kiloton, d'Asobo Studio. Après, en France, effectivement, on a toujours fait des jeux, mais vous voyez, si vous prenez un studio comme Arcane ou comme Ubi, qui est un studio de toute façon à la base français, qui quand même fait les Assassins et autres, ou si vous prenez Ubi, Ivory Tower, qui est sur Lyon, qui fait The Crew, on arrive à faire des jeux qui sont de très bonne facture par rapport entre guillemets des mastodontes, mais Ubisoft et Arcane qui travaillent pour Bethesda, aujourd'hui racheté par Microsoft, restent des mastodontes et ils sont à Lyon. Aujourd'hui, dernière question, quand on voit l'ampleur des jeux vidéo, notamment des streamers et des joueurs professionnels de e-sport, est-ce que vous pensez qu'à terme, ce e-sport-là, il pourrait arriver à un même niveau économique que le sport classique ? Je pense que si ça fait dans la voie, moi je m'y intéresse depuis pas mal de temps. J'ai des étudiants qui, alors nous, on forme à des formations pour créer des jeux vidéo et pas spécialement pour jouer, mais vu l'engouement et cette jeunesse qui arrive avec les streamers, oui, je pense que dans pas longtemps, si ce n'est déjà fait, de toute façon, si je dis pas de bêtises, dans pas mal de pays asiatiques, il va y avoir un engouement et ça va certainement, je ne sais pas que j'aime pas le foot ou les sports classiques, mais il va y avoir, effectivement, je pense que ça va dépasser. Le jeu vidéo dépasse le cinéma et la musique en termes de chiffre d'affaires depuis plus de 20 ans. Et c'est quelque chose, on disait, non, ça fera jamais de l'ombre à quoi que ce soit. Je pense que l'e-sport, oui, a un très très bel avenir dans les années qui arrivent. Merci beaucoup, Bruno Marion, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. De même, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Merci Lancelot et merci Bruno Marion d'être passé sur 20 sur 20. Sans transition, on passe à la carte blanche. Alors que l'on soit mélomane ou non, cinéphile ou pas, on s'accorde tous pour considérer la musique ou le cinéma comme un art à part entière. Pour le jeu vidéo plus récent, le consensus semble encore impossible. Pourtant, cet art nouveau mérite d'être reconnu comme tel. C'est la carte blanche de Vincent Imbert. Oui, avant toute chose, je dois dire attention. Ces prochaines minutes vont chatouiller nombre de nos auditeurs, ceux qui, en bon vieux français, ont un avis préconçu et stéréotypé sur cet art qu'ils craignent et parfois méprisent. Parce que oui, le jeu vidéo est un art multiple, complexe, aussi bien sensationnel que minimaliste. L'argument le plus facile, à défaut d'être le plus profond, c'est que le jeu vidéo est au minimum une scène, un musée immersif où se mêlent dessin, musique, cinéma, mais aussi littérature, sculpture et architecture. Le jeu vidéo est un art total, ludique par nature. Il porte l'ambition souveraine de s'inscrire dans l'histoire, dit après, de correspondance et de référence à tous les arts qui l'ont précédé. Le jeu vidéo nous montre le monde à travers les yeux qu'il nous prête. Inculquer une vision particulière, dégager l'essence des choses qui existent, créer de l'empathie. Voilà la partie acquise et technique de l'art. C'est un univers, une simulation intégrée à des systèmes pourvus de règles. C'est un équilibre entre d'un côté l'interactivité, l'immersion, et de l'autre la barrière virtuelle, le cadre qui limite notre rôle, notre action de joueur. Pratiquer un jeu, c'est échanger avec l'esprit de celles et ceux qui l'ont créé. Le joueur peut s'en approprier le sens, vivre son expérience unique comme on le ferait en se plongeant dans une musique. J'ai pleuré en écoutant la chanson pour l'Auvergnat de Brassens, et j'ai pleuré à la mort d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2. Qu'il s'agisse d'une aventure en monde ouvert comme GTA, formidable caricature de notre société moderne d'ailleurs, d'un voyage énigmatique dans une journée, ou d'une épopée stratégique avec la licence Civilisation, il existe toujours un point de vue politique, philosophique ou satirique de notre monde. Le jeu vidéo n'est jamais neutre. Les idées qu'il porte s'impriment en nous d'autant plus fortement que l'on s'y confronte. Parce que c'est un monde d'expression unique. Là où Rime ou Last Day of June parle du deuil, That Dragon Cancer est un jeu conçu par les parents d'une enfant malade, et Gone Home ou Life is Strange aborde avec énormément de finesse les tumultes de l'adolescence et l'amour entre deux filles. Si vous trouvez le jeu vidéo vulgaire ou mercantile, je vous réponds que l'art, c'est ce qui submerge, ce qui échappe. Et quand ça dépasse votre entendement, c'est qu'il est temps de l'élargir. Merci Vincent C'était pour beau. cette très belle chronique. C'est désormais votre moment, vous les auditeurs, et aujourd'hui on est avec Ryan Derwish, joueur pro de Sim Racing, donc de simulation de course. Et bonjour Ryan. Salut à tous. Salut Ryan. Bonjour Salut Ryan. Salut. Alors déjà Ryan, une première question, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis qu'est-ce que tu fais ?
Ok, donc moi c'est Ryan Derwish, j'habite à Alès, dans le sud de la France. Oh. Et donc, il y a quelqu'un du sud? Et évidemment, il y a même un Alésien à la table. Non! Eh si, bien sûr que si, mais on en parlera plus tard. Quel honneur. Du coup, comme tu l'as dit, je suis dans l'e-sport, donc dans le sim racing. Sim racing, c'est quoi? C'est les compétitions sur les jeux de voitures, de sport automobile principalement. Et voilà, donc moi, mon jeu de prédilection, c'est Gran Turismo, et j'ai pu être champion du monde en 2019. Félicitations. Je voulais savoir concrètement quelle partie de ton temps ça occupe. Voilà, est-ce que tu fais autre chose à côté ou alors c'est vraiment quelque chose que tu fais à temps plein? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais pas du tout à temps plein, puisque je suis étudiant, je suis en fac d'informatique à Montpellier. Donc c'est principalement le loisir, on va dire. On parle de professionnel puisque je suis au plus haut niveau sur le jeu sur lequel je joue. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va me permettre de vivre. Donc voilà, je classe encore ça comme du loisir personnellement. On a vu pendant le confinement, et en particulier, moi qui suis un peu la F1 par exemple, on a vu pendant le confinement beaucoup de pilotes pros aller sur le sim racing pour faire passer le temps, etc. Est-ce que tu as ressenti, pas une explosion, mais voilà, un essor plus important depuis cette période, et qu'il y a plus de gens qui s'y sont intéressés et qui se sont lancés? Ah, c'est vrai quoi, il y a une certaine émulation depuis le confinement. On a eu un petit coup de projecteur puisque dans tous les cas, nous ce qu'on simule c'est le sport automobile. Pendant le confinement, il n'y en avait pas du tout. Donc on va dire que la seule forme de sport auto c'était le virtuel. Et c'est ce qui a permis justement de mettre en valeur notre milieu et puis montrer aussi que ce qu'on fait c'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi de la simulation et que ça se rapproche pas mal du réel puisqu'on a pu voir que on a beaucoup de pilotes professionnels qui se sont essayés au jeu. Et ça a plutôt pas mal marché. Et juste là-dessus, en plus, c'est intéressant ce que tu dis. On a vu des pilotes professionnels être moins bons sur des jeux que des pilotes de sim racing. C'est vrai qu'après, le jeu a ses spécificités. Même si dans les grandes lignes, on va dire que les notions du réel et du virtuel se rapprochent vraiment beaucoup, il y a quand même des spécificités qui sont propres au virtuel. Donc même si un pilote professionnel sera très bon sur du virtuel, il n'y a pas de doute à avoir, un pilote virtuel expert du virtuel restera meilleur. Justement, je rebondis sur ce que disait Lancelot. J'avais prévu une autre question, mais c'est pas grave. On est alésiens tous les deux, on connaît très bien le pôle mécanique. C'est un circuit magnifique qu'on peut retrouver. C'est l'un des plus beaux circuits du sud de la France, évidemment. Est-ce que toi, ça t'arrive d'aller tourner un peu au pôle mécanique et de faire des temps dessus? Alors, du coup, moi, ce qui est intéressant, c'est que je fais partie d'une équipe qui s'appelle Prima eSports, qui est en partenariat avec Duquesne Engineering. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît. Donc, c'est une écurie de sport automobile qui fait les 24 heures du Mans, notamment. Et voilà, ils ont un projet assez sérieux qui est de rapprocher le virtuel du réel. Et j'ai eu la chance de pouvoir rouler justement sur le pôle mécanique en proto, en LMP3. Et voilà, ça a été une expérience formidable. Et puis c'était aussi une occasion de montrer ce que nous, pilotes virtuels, on était capable de faire en réel. Et voilà, ça a plutôt pas mal marché, donc je suis content. Ryan, ça fait combien de temps que tu pratiques justement le sport mécanique virtuel? Ça fait très très longtemps. Donc j'ai commencé tout jeune sur Gran Turismo 4. Donc Gran Turismo 4 est sorti en 2005, je crois, en France. Et depuis, j'ai pas vraiment décroché. À haut niveau, on va dire que c'est surtout depuis la sortie de Gran Turismo Sport, qui a mis vraiment l'accent sur l'e-sport et la compétition en live. Donc je dirais que sérieusement, c'est plutôt depuis 2017-2018 que je suis à fond dedans. Et sinon, j'ai toujours été là-dedans. Et je voulais savoir justement comment, quand tu te lances là-dedans, comment tes parents ils réagissent? Est-ce que c'est quelque chose ils t'ont toujours soutenu là-dedans? Ou alors, voilà, comme beaucoup d'autres jeunes, on dit de décrocher des jeux vidéo, décrocher des écrans. Comment tes parents ils ont accueilli ça quand tu as commencé à t'y mettre sérieusement? Alors au début ça a été un peu drôle puisque ils me prenaient pas du tout au sérieux. Ils disaient qu'est-ce que tu fais? Tu fais que du jeu vidéo, t'es enfermé dans ta chambre, tu fais que jouer, ça sert à rien. Et puis quand ils ont vu que ça commençait à devenir un petit peu sérieux, professionnel, quand j'ai commencé à voyager, j'ai été un peu partout grâce à Gran Turismo. J'étais au Japon, en Australie, tout ça. Quand ils ont commencé à voir les intérêts que ça avait pris et puis voilà, carrément de me voir en live à la télé, tout ça, c'est là qu'ils ont compris que c'était sérieux. Et puis depuis ce moment-là, ils sont quand même investis et ils m'encouragent. Tu dois avoir des enfants autour de toi, dans ta famille, dans des cercles d'amis, des très jeunes, qui doivent savoir que tu es pro et que tu es champion du monde de jeux vidéo et tout. Quand tu leur en parles, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une espèce de rêve, de fantasme chez les très jeunes de voir un champion du monde de jeux vidéo? Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un grand intérêt des petits parce que eux, ils ont vraiment grandi dans une ère où l'e-sport fait partie des mœurs, entre guillemets, j'ai envie de dire.
Les petits, ils commencent, ils ont déjà, ils naissent, ils ont limite une manette entre les mains. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'admiration, j'ai envie de dire, des plus jeunes. Et c'est vrai que quand je croise des petits, ils ont un petit peu des étoiles dans les yeux quand on leur parle un peu de ce qu'on fait, et c'est cool. Merci beaucoup Ryan d'avoir répondu à nos questions et d'être passé sur notre émission 20 sur 20. Et puis t'es le bienvenu quand tu veux, on te souhaite de réussir tes études et de gagner toutes les courses. Voilà. Merci beaucoup Merci, Ryan. on ira au Restal ensemble. C'était cool, et puis bonne continuation à vous. Merci Ryan, beaucoup. au revoir. Allez, on passe au mini-journal de la rédac. Aujourd'hui, il vous est présenté par Thibaut et Elliot. Alors, on commence par Thibaut. À chacune de ses sorties, le jeu FIFA devient le produit culturel le plus vendu en France. Cela illustre bien la place de plus en plus importante occupée par les jeux vidéo dans l'industrie culturelle française, tandis que de leur côté, de plus en plus d'acteurs prennent conscience de l'intérêt de rentrer dans la danse, à l'instar de l'agence eSport Toulouse, dirigée par Hugo Hurtado. Un reportage de Thibaut. Alors, la croissance de l'e-sport à travers le monde est une réalité, et aux yeux des professionnels comme Hugo Hurtado, directeur général de l'association Agence eSport, il est devenu urgent de développer le business du jeu vidéo. Alors, comment il s'y prend ? Tout simplement en créant des passerelles entre son agence et différents acteurs voués à proposer divers services et enseignements. La motivation principale, et il ne s'en cache pas, est de faire du sport électronique un véritable moteur économique pour la France, et il explique. On a un club d'entreprise qui représente à peu près 60 membres actifs à date. Notre objectif, c'est d'éduquer les entreprises à comprendre les intérêts du jeu vidéo et de l'e-sport pour différents sujets, que ce soit du marketing RH, du brand marketing, du rajeunissement de marque, du marketing d'influence, etc. On traite directement avec les services concernés dans les sociétés, mais également les écoles au niveau de l'éducation où on intervient à peu près sur une vingtaine d'établissements scolaires à travers la France. Alors, Hugo est passionné depuis longtemps par les jeux vidéo et son agence met clairement son expertise au service d'entreprises et grandes marques, n'ayant pas toujours de lien avec le monde des jeux vidéo. Entre soutien, accompagnement, aide, motivation, les startups en quête de nouveaux challenges ont à leur disposition toutes les clés de la réussite. Hugo nous donne plus de précisions. Il y a une prise de conscience aussi progressive à la fois des institutions publiques mais également d'acteurs privés de l'opportunité pour elles de se différencier par rapport à ce canal. C'est juste que là, de plus en plus, on voit l'émergence et l'importance de plus en plus prédominante des jeux vidéo. Le jeu vidéo, il faut être conscient que le marché en 2019, c'est 150 milliards de dollars à travers le monde. Ça pèse plus que la musique et le cinéma réunis. L'agence eSport œuvre au quotidien pour que l'eSport devienne une réelle économie. À ce jour, l'association est incontestablement le premier cluster, sans mauvais jeu de mots, de business du sport électronique, voué à démocratiser la discipline sur notre territoire. Merci Thibaut. Je t'en prie. Et finalement, si les jeux vidéo ne servaient pas uniquement à nous divertir, s'ils avaient une fonction éducative, notamment en termes de connaissances historiques, Elliot Rogliardo s'est penché sur cette question intrigante. Effectivement, Nicolas, elle est désormais loin l'époque où jouer à des jeux vidéo se résumait à se renvoyer une balle de ping-pong grâce à 2 traits de part et d'autre de l'écran. Et là, j'en profite pour faire une petite dédicace à notre directrice d'école Isabelle Dumas, qui regrette le temps où elle jouait sur sa console Radiola, à Snake et à Pong. On l'embrasse. Effectivement, on l'embrasse. Et donc là, je vais m'adresser aux personnes de ma génération. N'avez-vous pas déjà entendu vos parents vous dire « Lâche ces jeux vidéo, va t'instruire, va lire des livres ». Vous l'avez tous entendu, j'imagine. Et là où les développeurs de jeux vidéo ont été forts, c'est qu'ils ont finalement réussi à allier les deux. Aujourd'hui, nombreuses sont les aventures dans les jeux à s'inspirer de l'histoire ou même à en faire partie intégrante. À tel point qu'on se sert désormais de ces moyens ludiques pour instruire les jeunes jusque dans les collèges. C'est le cas notamment de Baptiste Chaffange, professeur d'histoire-géographie au collège Jean-Marie Meulier de Bauges, en Haute-Savoie. Alors il y a un objectif d'illustration. Quand on utilise par exemple Assassin's Creed, les premiers Assassin's Creed, ça me permet simplement de faire une sortie scolaire dans Florence au 15e, 16e siècle sans avoir à dépenser 1 euro et sans craindre que mes élèves ne s'échappent dans la ville. Et accessoirement, cette possibilité qu'on a de voir ces monuments reconstitués en 3 dimensions à l'époque où ils ont été construits, voire des fois quand ils sont en construction, c'est quelque chose qu'on peut difficilement avoir autrement qu'avec un jeu vidéo. Face à une génération qu'il est de plus en plus difficile de faire rentrer dans des cadres d'apprentissage traditionnels tels que les livres, cet enseignant voit en cette technologie une opportunité bénéfique pour ses élèves. Ça permet d'amener une immersion qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Je pense que les générations comme la mienne ou même antérieures arrivent à s'immerger dans des livres. C'est plus difficile maintenant pour des générations qui ont grandi surtout avec des écrans. Et le jeu vidéo, ça leur permet de s'immerger dans une époque, de s'immerger dans une ambiance et de prendre conscience de certaines choses qu'ils pourraient pas
pourrais pas percevoir autrement en fait. Assassin's Creed d'Ubisoft est certainement la franchise la plus connue pour son expertise historique dans les jeux, mais sachez qu'il y en a d'autres, Red Dead Redemption, Battlefield, Call of Duty, Civilization ou encore Age of Empires pour ne citer que. D'ailleurs, sur les conseils de Baptiste Chaffange toujours, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la web-série d'Arte History's Creed. Dans ses vidéos, le youtubeur Nota Bene explique les liens entre l'histoire et les jeux vidéo de la meilleure des manières. Merci pour ce journal passionnant, messieurs, et on Hyper passe... intéressant. Ouais, vraiment. Et Ouais. on passe au moment que vous attendez tous, le jeu qui nous est présenté par Vincent. Allez. Et maintenant, l'heure du jeu super fun. Le jeu. C'est à toi, Vincent. Les gars, aujourd'hui, on va jouer à question pour un no-life. Ah. En gros, je vais avoir 20 secondes pour vous faire découvrir un jeu ou un personnage de jeu vidéo. C'est pas compliqué. Le premier qui trouve la réponse remporte le point, un point par question. On peut, Très te bien, couper, on peut te magnifique. couper pendant l'énoncé, c'est Vous le pouvez premier. me couper pendant l'énoncé. Par contre, si vous me coupez et que vous avez la mauvaise réponse, vous sortez littéralement. C'est pas vrai, mais vous devez On peut devez plus attendre le répondre tour à la suivant. question. Ok, ça Exactement. marche. D'accord. Vous devez attendre le tour Allez, c'est suivant. parti. Vous êtes prêts? Oui. Je suis un jeu vidéo développé et édité par Ankama Games. Je suis un MMORPG Dofus. français. Oui, Dofus, je pense qu'il Il a dit avant, Elliot. là. ouais. Un point pour Elliot. Bon, Bravo, bravo, taquet. bravo. c'était rapide. Ah ouais, hein. C'est pas grave, tu peux te rattraper. T'as le temps de te rattraper. Vous êtes prêts? Oui. Je suis une série de jeux vidéo de tir tactique en mode ouvert type RPG. Je suis développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft. Mes actions se déroulent dans un avenir proche à New York puis à Washington à la suite d'une The pandémie Division. mondiale. The Division, Ah, il est très j'hésitais. très fort. J'hésitais, Il est mais très, je l'ai très pas fort. dit. Très très fort. Bravo, Tom Elliot. Clancy's The Division, une licence faire un truc tous les française. Tout à fait. Ça va, Lancelot, ça va, Thibaut Avec Thibaut, on parle musique. Ouais, si vous voulez, vous pouvez sortir, les gars. Désolé, on a eu Peut-être des que- vies, on a eu des vies. Peut-être que la prochaine elle est plus facile. Allez. Vous êtes prêts? Ouais. Je suis un personnage fictif d'une très grande licence. Je suis apparu en guest star dans le jeu Mortal Kombat en 2011 et plus récemment dans Fortnite. Je suis Keanu un brillant Reeves. Qui? Keanu Reeves. Pas du tout. Je suis un brillant général de l'armée spartiate et je suis devenu le nouveau dieu grec de Léonidas. la force. Après avoir tué Arès, mon nom signifie en grec ancien force et autorité. Je peux utiliser les ailes de d'Icare que je lui ai moi-même arrachées et j'ai un tatouage rouge sur une grande partie de mon corps. Je suis le personnage Ah, principal Kratos. de God of War, Ah Kratos. là là. C'était Bien difficile. sûr. Hein. Je l'ai eu Ouais, sur le c'était- fil. C'était difficile. Sur hein. le fil. Ça fait 2-1. Une dernière? Allez, une dernière. La Une Vincent. dernière. Je suis un jeu mythique développé par EA Canada et édité FIFA. par Electric Arts. Je suis un jeu de sport qui propose plusieurs modes de jeu, comme le mode libre, le mode compétition internationale ou le mode freestyle. Vous pouvez me jouer avec 8 personnages différents, chacun disposant de 11 planches qui correspondent Et c'est Six on Ah. Tour. au XS6. Oh là là, exactement. Elliot. Je suis sorti sur PlayStation 2 et d'autres versions sorties sur Ah, PlayStation 3 et j'étais sur sur 360. J'hésitais entre Steep et SSX, mais j'ai Et attendu. c'était XS6. Très très bien joué, Elliot. Bravo, Bravo, Elliot. 3-1 pour Elliot, il a Voilà. éclaté la game. Tu aujourd'hui. n'as absolument rien gagné. Voilà. Eh Ça ben fait merci, toujours plaisir. Vincent, pour ce jeu super fun, comme à ton habitude. Il n'y a pas d'ironie dans cette phrase. Il est temps pour nous de vous laisser, mais on se retrouve demain, pas d'inquiétude. Allez suivre notre média existe by SCPA. Allez regarder nos articles, nos vidéos et évidemment nos émissions radio sur Facebook, SoundCloud et YouTube. Et bien sûr, allez voir notre magnifique site internet www.existbyiscpa.com. Il est Merci à vous, messieurs. Merci aux auditeurs qui nous écoutent assidûment. Et puis à demain. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Nicolas Delattre.